Alors tout d'abord, je remercie l'équipe de Black Alps de m'avoir permis de venir parler parmi vous. Donc je commence maintenant le talk. Donc, qui je suis? Il y en a certains parmi vous qui me connaissent, d'autres pas. Donc je suis Daniel Legal, j'ai 27 ans. Je travaille dans une toute nouvelle entreprise qu'on vient de monter qui s'appelle Bugscale SA. Donc je suis français, je vis en Suisse. Désolé pour mon côté français. Donc on vient de monter tout juste une entreprise de bug hunting de façon professionnelle. Donc pour l'instant on est 3 personnes, bientôt 4. Donc ça devient un métier à plein temps de faire uniquement du bug bounty. Je suis aussi joueur de CTF, donc des concours de sécurité informatique avec l'équipe Zero Day Sober. Et puis ma spécialité c'est plutôt les applications web. C'est plutôt ça que j'aime bien casser personnellement. Alors depuis le 11 septembre 2016, je suis particulièrement actif sur le bug bounty de Swisscom. Pourquoi celui de Swisscom? Simplement, déjà parce que c'est suisse. Deuxièmement, parce que je suis client Swisscom et puis que je tiens un petit peu à mes données. Aussi à aux vôtres, au passage. Voilà, depuis le début, depuis que j'ai commencé le bug bounty de Swisscom, j'ai envoyé à peu près 170 tickets. Il y en a à peu près 125 qui ont été payés, il y en a toujours en attente, il y en a qui sont placés en duplicate, ce genre de choses. Et ça a généré à peu près 200 000 francs en 3 ans, dont 130 000 francs juste cette année. Ça donne une petite idée, Alors, à propos de Swisscom, il y en a ici qui sont sans doute pas suisses, qui connaissent pas beaucoup le pays. C'est le plus grand fournisseur télécom du pays, mais pas que. Ils sont actifs dans un petit peu tous les domaines. Ils font de la santé, technologie, finance, ils ont fait de la banque, ils font de la facturation pour les médecins, ils font vraiment beaucoup de choses. Et en l'occurrence, pour leur bug bounty, ils ont décidé de faire rentrer absolument tout leur scope sur ce bug bounty. Ça représente un bon tas d'applications, un bon tas d'entreprises, puisqu'il y a aussi l'intégralité des entreprises qui ont été rachetées par Swisscom, sur lesquelles ils possèdent plus de 50% du capital. Ça fait beaucoup d'entreprises, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'applications. En interne, ils ont quand même une équipe de sécurité qui est assez mature. On tombe sur des problématiques qui sont intéressantes. Il y a beaucoup de choses très liées à leur business. On va trouver aussi des failles qui sont pas forcément techniques, mais plutôt business, des problèmes simplement de process. Alors, Swisscom, ils ont ouvert leur bug bounty en septembre 2015. Ils ont décidé de l'autogérer, c'est-à-dire qu'ils ne passent pas par une plateforme type HackerOne, YesWeHack. Ils ont décidé de faire ça tout seuls. Donc, comme je disais, il y a un scope qui est immense. On parle, de plusieurs milliers de machines. Quand on regarde un petit peu les adresses IP qui sont réservées à Swisscom, on parle de plusieurs millions d'adresses IP. Donc, ils ont une équipe, en tout cas pour le bug bounty, qui est réactive et accessible. Ça n'a pas toujours été le cas. Ils ont essayé plusieurs choses, notamment de outsourcer le bug bounty à des entreprises privées. Et là, c'était quand même beaucoup plus complexe. Ils ont essayé de passer sur HackerOne, et puis là aussi, le modèle était quand même pas terrible. Donc, ils ont décidé de réinternaliser ça. Aujourd'hui, on voit des grandes améliorations. La plupart des failles critiques sont corrigées dans les 15 jours à peu près, ou en tout cas traitées à partir de 15 jours. Après, le problème, c'est qu'ils l'équipe de bug bounty doit ensuite faire patcher à leurs équipes. Certaines équipes en interne sont plus réactives que d'autres. Mais ça, vous verrez un peu plus tard, j'en parle un petit peu plus tard. Quelques statistiques pour 2018 et puis pour 2019 jusqu'en septembre. En 2018, ils ont reçu 844 rapports. Ils en ont payé 427 et ils ont distribué au total 350 000 francs. C'est quand même assez conséquent pour un bug bounty dont ils essayent de pas faire trop de pub public. Le principe, c'est pas de passer par exemple sur HackerOne et puis d'avoir peut-être une dizaine de milliers de personnes qui envoient des rapports de très basse qualité,
comme on peut voir sur certaines plateformes type HackerOne. Le principe, c'est qu'ils essayent de faire venir des gens qui ont uniquement des compétences bien spécifiques. C'est pour ça qu'ils viennent parler à ce genre de conférences. Donc, on a pu voir l'année dernière Swisscom qui était déjà venu présenter leur bug bounty ici. En 2019, on a une nette amélioration en termes de amélioration. Ça dépend du point de vue. Pour moi, en tout cas, ils ont reçu que 684 rapports pour le moment. Ils en ont payé 538. Mais ils ont déjà battu le record de l'année dernière. Il y a déjà 360 000 francs qui ont été payés en septembre. Donc, on peut espérer peut-être 450 000 francs d'ici la fin de l'année. Ce serait bien, surtout si c'est moi qui les prends. Le bug bounty est ouvert également aux chercheurs à l'international. Hein. C'est pas uniquement réservé aux Suisses. Donc, si jamais il y a des gens qui viennent d'autres pays ici, vous pouvez sans autre regarder. Il y a de quoi trouver des choses intéressantes. Vous pouvez faire un login chez eux sans rien payer. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors, quelques statistiques que j'ai fait uniquement sur mes propres bugs, mais je pense que c'est assez représentatif finalement de ce qu'on a tendance à croiser en bug bounty. Donc, j'ai une répartition des vulnérabilités par catégorie. Donc, on voit comme un petit peu partout, hein, beaucoup d'injections, beaucoup de problèmes de filtrage des entrées et beaucoup de problèmes de permission. Je pense que c'est assez représentatif finalement de l'état de sécurité d'à peu près n'importe quel programme de bug bounty. Encore une fois, sauf peut-être les programmes sur HackerOne où vous allez avoir beaucoup de ce qu'on a tendance à appeler nous des farmers, hein, qui vont rapporter des vulnérabilités qui n'ont pas de sens en boucle, et puis ça casserait peut-être ces statistiques. Mais si on parle de vulnérabilités qui ont un peu de sens, je pense qu'on retombe assez souvent sur des graphiques qui ressemblent un petit peu à ça. Donc il y a toujours après trois autres problèmes qui reviennent souvent, c'est des problèmes de configuration, la gestion de mots de passe, admin. Voilà, et puis simplement la gestion des mises à jour. Merci Bluekeep. Et puis merci aussi les quelques problèmes sur SMB. Et puis une répartition des vulnérabilités par conséquence. Donc on voit que on est à peu près un tiers de XSS. J'en suis pas fier. Hein. J'essaye pas d'envoyer que des XSS, mais bon, quand on en croise, forcément, on essaye de les envoyer. Il y a quand même pas mal de command execution, très peu de SQL injection. Étonnamment, j'ai l'impression que c'est une vulnérabilité qui n'est plus si courante que ça maintenant sur les programmes de bug bounty. On a assez d'abstraction pour que ce soit une vulnérabilité qui commence peut-être à s'effacer un petit peu. Et chez Swisscom, un cas particulièrement critique, c'est les data leaks. En l'occurrence, comme j'ai dit, hein, ils font de la santé, donc si vous arrivez à faire du data leak sur la santé, c'est particulièrement grave. Ils sont aussi les fournisseurs principaux en termes de télécom, donc si vous arrivez à récupérer toutes les infos sur les téléphones de tout le monde ou les adresses, les emails, et ils sont fournisseurs d'adresses email aussi, donc c'est pas mal. Donc c'est une spécificité bien particulière à Swisscom, c'est que le data leak est particulièrement grave chez eux. Donc on en voit beaucoup, mais c'est aussi parce que je focus beaucoup là-dessus. Dans Others, ma foi, il y a tout le reste, il y a pas mal de choses. Il y a des autant de bypass, il y a ce genre de choses. J'ai pas pu faire beaucoup plus détaillé sans que ce soit complètement fouillé. Mais effectivement, il y a beaucoup d'authentification bypass, de remote admin sur certains de leurs systèmes. Donc voilà, ça présente un petit peu quelques stats. Donc aujourd'hui, en tout cas pour les bugs que j'ai décidé d'inclure dans ces statistiques, on parle d'une prime totale de 185 000 francs à peu près, ce qui fait une moyenne par vulnérabilité de 1510 francs, et puis une prime médiane de 500 francs, ce qui est quand même pas mal. Donc ça donne une assez bonne vue, je trouve, de ce qu'on peut trouver chez eux. Une petite autre stat que je trouve aussi assez importante en général sur les programmes de bug bounty,
c'est la statistique de temps de résolution. Alors ici, il y a deux statistiques. J'ai déjà donné une conférence en février, à peu près sur le même sujet, orienté un petit peu différemment. Alors comme je vous ai dit, il y a eu beaucoup d'améliorations sur le bug bounty de Swisscom. Donc en février, donc à droite, les statistiques étaient légèrement différentes. Les failles avaient tendance à être résolues après 120 jours. Maintenant, la tendance a commencé à s'inverser depuis qu'ils ont tout réinternalisé et puis qu'ils ont pris des nouvelles personnes pour gérer ce bug bounty. On voit une part de résolution en dessous de 15 jours qui est nettement supérieure. C'est aussi dû peut-être à la criticité des vulnérabilités qui sont envoyées. C'est clair que dans certains cas, une XSS, ils peuvent prendre un petit peu plus de temps. J'ai aussi envoyé beaucoup plus de vulnérabilités critiques ces derniers temps. Mais en tout cas, il y a quand même une nette amélioration dans le temps de réponse et dans la gestion de leur bug bounty ces derniers temps. Alors, je vais passer maintenant pour ce qui intéresse la plupart des gens, quelques détails techniques. Alors, j'ai quelques failles que j'ai relevées simplement de mon compte pour leur bug bounty. Alors, le but n'est pas du tout de ridiculiser leur travail ou quoi que ce soit. C'est juste aussi de montrer que c'est pas forcément réservé à l'élite des hackers comme certains pensent. Certains m'ont dit que pour eux le bug bounty c'était pas du tout accessible parce qu'il fallait avoir des compétences de fou. Alors non, c'est pas vrai. Et puis je vais vous montrer quelques vulnérabilités qui sont disons évidentes, d'autres qui le sont un peu moins. J'irai pas trop dans le détail sur certaines parce qu'il y en a certaines qui sont peut-être un peu plus complexes que d'autres où j'ai pas trop envie de dire sur quel système ça s'est passé, simplement parce que c'est des systèmes qui sont pas forcément entièrement patchés, mais voilà. Alors, première vulnérabilité, donc SCBB 3302 sur un serveur qui s'appelle grawa.swisscom.com. Malheureusement, pour des raisons qui sont encore assez mystérieuses pour moi, il a échappé aux vulnerability scans et aux politiques de patch de chez Swisscom. Donc en septembre 2019, il était toujours vulnérable à Bluekeep, ce qui m'a simplement permis d'avoir RCE dessus. Donc pour moi, techniquement, c'est assez peu enrichissant. J'ai pas eu besoin de travailler vraiment là-dessus. Cependant, ça donne quand même une machine qui est sur le réseau Swisscom, sur un RunJP qui est très intéressant. Ça montre tout simplement que pour Swisscom, qui manage, je pense, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de machines, en avoir une qui sort du patch management, je trouve ça personnellement assez exceptionnel qu'il n'y en ait qu'une seule. Mais voilà, rien que pour ça, c'est déjà 2000 francs, parce que je pense que personne ne crache sur 2000 francs pour un scan de port et puis juste un lancement d'un scan après. C'est clair que techniquement, c'est peu enrichissant. Ceci dit, pour Swisscom, le fait que quelqu'un s'en rende compte et puis que eux puissent le remettre simplement dans les vulnerability scans et puis dans leur politique de patch, pour eux par contre c'est extrêmement important. Alors ouais, assez peu intéressant pour moi en termes techniques, et toujours très intéressant pour Swisscom de le récupérer. Alors ça c'est assez particulier. Donc c'est 5 vulnérabilités que j'ai envoyées quasiment en même temps. Donc c'est sur un système de chez Swisscom sur lequel j'ai trouvé 5 bypass de l'authentification, pardon. Alors tout ça a commencé simplement par le fait que les serveurs de staging de Swisscom, pour certains en tout cas, sont accessibles sur Internet. Et malheureusement pour eux, il y avait un serveur de staging où une interface d'administration était disponible, ce qui n'est pas le cas sur la prod. Et cette interface d'administration, elle est particulièrement bien puisqu'il suffit juste de dire en tant que quel client on veut se connecter et puis ça nous connecte. Alors sur un serveur de staging, je vous accorde, c'est pas super utile. Par contre, il suffit de reprendre la requête et puis de la jouer sur la prod. Et là, par contre, ça passait aussi sur la prod. Donc ça a permis de se connecter en tant que n'importe quel user. En voyant ça, j'ai évidemment décidé d'aller un petit peu plus loin. J'ai regardé comment était géré le login
j'ai trouvé, grâce à Google, un petit peu toutes les pages qui pouvaient être utilisées pour le login. Donc ils utilisent plusieurs types de login. Vous pouvez vous loguer avec votre téléphone, vous pouvez vous loguer à travers le SSO de Swisscom, ce genre de choses. Et j'ai trouvé simplement une vieille page de login qui permettait de se connecter avec son numéro de téléphone, et puis ça vous envoie un token SMS sur votre téléphone. Bon, pas de chance, c'était complètement erroné. Donc c'est un système qui vous mettait deux cookies, un cookie chiffré qui contenait votre numéro de téléphone, un autre cookie chiffré qui contenait le token SMS que vous receviez par SMS. C'est un peu étrange. En l'occurrence, il suffisait simplement de mettre ce cookie chiffré qui contenait votre SMS token à la place du numéro de téléphone. Puis il dit qu'il vous a envoyé un SMS au numéro de point, le code SMS. Bon. Ça m'a permis simplement d'envoyer des tokens SMS à d'autres numéros, et puis de pouvoir simplement récupérer, déchiffrer ce SMS token ensuite à travers ce problème. J'ai aussi envoyé simplement un SMS à mon numéro, puis ensuite j'ai envoyé le SMS au numéro de quelqu'un d'autre, puis j'ai simplement remplacé le cookie qui contenait le numéro de téléphone par celui de l'autre personne, puis je rentrais un SMS token que moi j'avais reçu. Donc ça fait déjà 3 bypass. On a trouvé aussi une instance de test de ce système qui envoyait des codes SMS qui étaient toujours 1111. Pas de chance, ça marchait aussi sur la prod. Une fois que vous receviez ce 1111 sur la prod, voilà, vous pouviez l'utiliser simplement dessus. Et puis simplement, voilà, ce serveur de test qui générait des sessions qui étaient aussi valides sur la prod. Finalement, ça fait 32 000 francs, puisque ça contenait des données clientes. C'est une somme qui est là, par contre, beaucoup plus intéressante que la précédente, puisque ça permettait simplement de voler absolument toutes les informations de n'importe quel client chez Swisscom. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de clients chez Swisscom. Donc, la réaction ici, elle a été extrêmement rapide. On parle de 5 jours pour le temps de résolution. En attente des 5 jours, ils ont pu mettre simplement leur SOC sur l'affaire pour s'assurer que personne n'exploitait cette faille. Ça aurait pu être très critique, évidemment. Les informations qui sont stockées par Swisscom pour l'intégralité des clients, elles sont particulièrement intéressantes. On parle ici, par exemple, de la possibilité de récupérer le IMSI, le numéro de téléphone, votre numéro de carte SIM, faire envoyer une carte SIM chez soi, nationalité des personnes, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, email, le montant de vos factures. Plutôt utile pour s'adresser aux banques si vous êtes capable de dire je viens d'avoir une facture de 348 francs chez Swisscom. C'est assez pratique, c'est généralement ce que demandent les banques pour pouvoir parler avec eux au téléphone. Ils vous demandent quelques factures que vous venez de payer. C'est quand même particulièrement intéressant comme vulnérabilité. Techniquement, c'était assez sympa à exploiter. On parle à peu près là d'une soirée de travail à regarder juste ce formulaire de login. Et là aussi, on voit bien que pour Swisscom, c'est quelque chose qui a peut-être déjà été testé. Il suffit de trouver juste une vieille page et un serveur de staging pour se rendre compte que c'est extrêmement vulnérable. Une autre vulnérabilité, ma première SQL injection chez Swisscom, en tout cas sur un serveur de prod. Swisscom a un WAF, donc un Web Application Firewall, qui est plutôt résistant sur leur site principal. Malheureusement, là aussi, il y avait un serveur de staging disponible sur Internet, qui lui n'est pas protégé par le WAF du tout. Ça m'a permis d'exploiter simplement cette SQL injection, donc qui est sur un web service, qui sert à traiter notamment, je crois, les données de leur e-commerce, qui est sur leur site principal. Ça m'a permis de complètement exploiter ça sur leur staging sans avoir à bypasser le WAF pour le moment. Ça m'a permis de savoir quel type de base de données j'avais en face de moi, récupérer le schéma complet, sans parler de récupérer les données. Et puis comme ça, ensuite sur la prod, je savais exactement ce que je voulais récupérer. J'avais pas besoin de faire toute cette partie où il fallait récupérer tout le schéma. J'ai pu simplement m'occuper de prendre une query qui marchait sur le staging, la poser sur la prod et juste bypasser le WAF. En l'occurrence, pour bypasser le WAF, ouvrir des commentaires avec un % à 0 au milieu
c'était suffisant. Bon, c'est plutôt pas mal. Ça a eu l'air de complètement bypasser le WAF. Aujourd'hui, maintenant, la moindre côte dans l'URL est bloquée par le WAF. Bon, peut-être qu'il y a quelques faux positifs du coup, mais en tout cas aujourd'hui, ça devient beaucoup plus dur d'exploiter ce genre de vulnérabilité. À nouveau, ça a permis de faire fuiter l'intégralité des données des clients, ce qui donne 8000 francs à travers le bug bounty de Swisscom. À savoir que la prime maximum sur le bug bounty de Swisscom, c'est 10 000 francs si vous arrivez à compromettre un service entier. Typiquement, je pense que j'ai en tête un paiement de 10 000 francs dont ils avaient parlé l'année dernière, d'une personne qui a réussi à être système sur un serveur Windows de Swisscom TV, qui aurait simplement pu descendre l'intégralité du réseau TV. Là, il a gagné 10 000 francs. 8 000 francs, ça reste pas mal. Là aussi, techniquement, c'était assez intéressant. Il y a eu quand même pas mal de recherches, et puis il y a simplement un bypass de WAF qui est toujours assez intéressant à regarder. On parle là d'une résolution en 3 jours à peu près, bloquée par le WAF tout d'abord, et puis ensuite réellement patchée. Évidemment, là aussi, ça aurait pu être vraiment critique pour eux. Je pense qu'ils préfèrent savoir quand il y a des problèmes comme ça. Et là aussi, ça montre un petit peu tout l'intérêt du bug bounty pour eux. Bon, désolé, j'étais un petit peu obligé de parler de celui-là, j'en ai parlé au début. Donc res.cast.swisscom.com, c'est un endroit où vous pouvez prendre rendez-vous avec un technicien Swisscom pour qu'il puisse passer chez vous. Donc une interface d'administration qui est disponible sur /admin, user admin, password admin. Voilà, évidemment, hein, je suis bien obligé de tester ce genre de choses, hein. Et malheureusement, ça stocke pas mal d'informations clients, puisque vous donnez votre numéro de téléphone, votre email, votre adresse, nom, prénom. Il y avait le commentaire aussi des techniciens de Swisscom qui avaient le rendez-vous, l'agenda de tous les techniciens Swisscom. Voilà, ça fait 4 000 francs pour une vulnérabilité qui m'a mis à peu près 3 minutes. Ça montre quand même quelque chose, hein. Ça montre que des fois il y a des vulnérabilités qui sont complètement stupides, qui restent sur ce serveur de prod. C'est un serveur de prod, mais quand j'ai commencé le bug bounty de Swisscom, il était déjà là. Ce serveur était déjà là. J'ai mis 3 ans à juste essayer le /admin et puis à essayer les admin. Alors, ça montre, hein, il reste toujours des choses. Il peut y avoir autant de personnes que vous voulez pendant des années dessus. Il restera toujours ce genre de bêtises qui traînent. Et je pense que techniquement parlant, n'importe qui ici aurait pu trouver ce genre de vulnérabilité. Et là encore, c'est des choses qui peuvent être critiques pour Swisscom. Et c'est grâce à ce bug bounty qu'ils ont pu corriger ce genre de problème. Un audit aurait sans doute fait l'affaire aussi. En l'occurrence, quand on a une dizaine de milliers d'applications, je pense qu'on peut pas faire auditer après coup la plupart de ces systèmes-là. Le bug bounty permet en tout cas d'avoir des gens qui regardent constamment ce genre de système. Une autre vulnérabilité, beaucoup plus sympa, beaucoup plus technique, qui m'a permis de comprendre un petit peu mieux comment fonctionnait le panneau client de Swisscom. Donc, il faut savoir que sur le panneau client, le menu qui s'affiche chez Swisscom, il est géré entièrement en JavaScript. Ça veut dire aussi que dans le JavaScript, vous avez les URL réservées aux admins, entre guillemets, aux Customer Care Center, qui servent à gérer simplement l'intégralité des clients. Alors, les URL du panneau client, elles ressemblent à ça. Donc, vous avez 2 parties principales. Vous avez la partie service à gauche en rouge. C'est simplement le service à appeler. Il y a plusieurs services différents. En l'occurrence, vous avez EBP pour toute la partie facturation, ce genre de choses. Et puis, à côté, le /online, c'est le contexte d'appel. Il y a beaucoup de contextes d'appel. Vous avez online, si c'est un client qui doit être connecté pour pouvoir appeler. Vous avez guest, si c'est des parties qui doivent être appelées simplement de façon non authentifiée, typiquement pour le reset de password, par exemple. Et puis, vous avez plusieurs autres contextes qu'on trouve dans le JavaScript qui sont CSU, Online for CSU.
Donc j'imagine que CSU c'est pour le Customer Support. Je suis pas trop sûr, mais j'imagine. Voilà, donc j'ai trouvé plusieurs URL du CSU dans le JavaScript. Donc le contexte CSU, vous pouvez pas l'utiliser à travers Internet, ça vous fait une 404 erreur. Manque de chance, il suffisait de changer simplement le contexte de CSU vers online. Et puis vous pouviez accéder à ces fonctionnalités d'admin. Parce que par contre online, c'est un contexte qui est disponible depuis Internet. La gestion des droits, elle était assez mal faite. Il suffisait de pouvoir accéder à cette URL, donc pour accéder à la plupart des fonctionnalités. Alors je vous rassure, la gestion des droits est beaucoup plus fine aujourd'hui, mais en l'occurrence, c'est une vulnérabilité qui m'a permis de déanonymiser n'importe quelle personne, depuis une adresse IP, pouvoir récupérer un nom, prénom, email, numéro de téléphone, récupérer la liste des clients, faire un impersonate potentiellement sur n'importe quel user sur le panneau client. Récupérer le hash des mots de passe de n'importe quelle adresse email qu'ils fournissent aux clients. Donc là aussi, c'est particulièrement critique. Donc ça a été payé à 8000 francs par Swisscom. C'était un peu plus sympa, ça m'a pris du temps pour essayer de comprendre un petit peu comment ces URL fonctionnaient. Aujourd'hui, évidemment, la gestion des droits est beaucoup plus fine. Tous ces appels sont bloqués correctement. Donc, je crois que c'est la dernière vulnérabilité dont je vais parler. Excusez-moi, il fallait que je sois un petit peu moqueur sur ce talk parce que après tout, c'est un petit peu, il le faut des fois un petit peu. Remote Command Execution sur le site de Global IP Action. Donc Global IP Action se définit eux-mêmes comme le Swiss Anti-Cybercrime Provider. Excusez-moi, ça me fait un peu rire. Donc, ils utilisaient une vieille version de CMS Made Simple, qui est un CMS en PHP. Ils utilisent aussi un plugin qui s'appelle Form Builder, qui permet... je sais pas ce qu'il permet en termes de fonctionnalité, mais moi, en tout cas, il me permettait d'injecter des templates Smarty. Donc, ça a mené directement à une RCE. Donc, en local, il y avait un Swagger CRM. Donc, le CRM, j'imagine, de l'entreprise, mais je suis pas allé voir ce qu'il y avait dedans, j'ai pas pu voir s'il était vraiment utilisé. De façon globale, étonnamment, pour le Swiss Anti-Cybercrime Provider, ça a été extrêmement mal géré. On parle de 3 mois pour corriger le souci. Alors pour l'historique, ils ont mis à jour CMS Made Simple. Ils m'ont dit que c'était patché. Ça l'était pas, il suffisait de recliquer sur le lien que j'avais donné pour se rendre compte que ça ne l'était pas. Alors ils ont attendu 3 mois et puis ils ont supprimé le site et ils ont mis un WordPress à la place. Donc voilà, gestion de l'incident qui a été plutôt mal géré. Alors ici à blâmer, hein, c'est évidemment pas l'équipe de Bug Bounty Swisscom. L'équipe de Bug Bounty Swisscom, eux, ont fait leur travail, ils ont filé ça à Global IP Action. Et c'est ici l'action Global IP Action qui est évidemment problématique. Mais bon, voilà. Malheureusement, tout le monde ne gère pas bien ces incidents. Alors, ça a été payé 750 francs. Je trouve ça assez peu. Je pensais que ça allait faire un peu plus. Mais globalement, bon, c'était quand même pas très complexe. Et puis, c'est toujours ça de prix. Voilà, alors. Ah non, j'en ai encore une. Excusez-moi. Allez, celle-là est assez marrante. Pour le dernier exemple, j'ai compromis l'administration d'une application qui s'appelle ADP chez Swisscom. Donc ADP, c'est une application qui a été mise en place par un apprenti chez Swisscom. Non, faut pas rire, c'est une application qui est vachement cool. Mais en fait, elle permet aux employés de Swisscom de faire des formations en interne et puis de gagner entre guillemets des niveaux comme dans un RPG, comme dans un jeu vidéo. Et simplement, il y avait une vulnérabilité, il y avait une API. Sur l'API, vous pouviez créer des comptes, et puis il suffisait de passer admin à true, et puis voilà, vous étiez admin. Ça arrive souvent. C'est pas que lié à cette application. Hein. J'ai croisé ça sur beaucoup d'applications. En l'occurrence, c'est parce que c'est le SSO à la première connexion qui tape sur cette API pour pouvoir vous créer un compte.
Ils avaient juste pas prévu qu'on pouvait taper directement dessus. Donc, une fois administrateur, on peut récupérer la liste de tous les utilisateurs. Alors, jusque-là, c'est pas super grave pour eux, puisque c'est que pour des employés de Swisscom. Le seul problème, c'est que dans la liste des utilisateurs, il y a aussi leur access token, qui vient du SSO de Swisscom, et qui a seulement comme scope OpenID. Alors, c'est pas grand-chose. Ça m'a quand même permis donc de simplement réutiliser l'access token de personnes chez Swisscom. En l'occurrence, j'ai pu récupérer celui avec leur autorisation évidemment de quelqu'un de la sécu de chez Swisscom. Ce qui n'était pas prévu par contre, c'est donc Swisscom utilise pour leur SSO Cloud Foundry. Et malheureusement, avec un token avec le scope OpenID, on pouvait changer son profil. Ça, c'est prévu. Par contre, on pouvait aussi changer son email. Et ça, c'est un petit peu problématique parce que leur email vient simplement en fait de leur AD. Et c'est la clé qui sert à reconnaître chaque utilisateur. Donc, en changeant l'adresse email d'une personne de la sécu, donc c'est pas un champ qui est unique. Je pouvais simplement utiliser celui d'un autre. Je pouvais me faire passer sur certaines applications comme un autre user. Et ça, c'est un problème qui vient de chez Cloud Foundry, donc pas directement de Swisscom. Donc, Cloud Foundry a très vite patché ce problème. Ce qui fait que pour la compromission d'admin, donc j'ai touché 500 francs, c'était quasiment useless comme application, en tout cas dans le cadre d'un attaquant. Par contre, Swisscom m'a payé 1500 francs de plus pour la vulnérabilité de Cloud Foundry. Donc les 1500 francs viennent directement de Swisscom. C'est assez généreux de leur part dans le sens où c'est Cloud Foundry ici qui était le responsable pour cette vulnérabilité. Mais voilà, ça a quand même fait 2000 francs finalement pour une vulnérabilité qui ne valait à la base pas grand chose. C'est toujours assez sympa là aussi. Alors, quelques mots sur le bug bounty de façon plus générale. Je pense que, alors peut-être pas toutes, mais sur la plupart de ces failles, je pense qu'elles vous ont semblé plutôt triviales. À moi aussi, pour être tout à fait honnête. Je pense que c'est un argument de plus pour démontrer l'utilité de ce programme de bug bounty. Il n'y a pas que des vulnérabilités qui sont extra complexes, il y a aussi des choses très simples. Et plus c'est simple, plus c'est important pour Swisscom de régler ces bugs le plus vite possible. Ça montre aussi, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est pas nécessaire d'être une star pour se mettre au bug bounty. En l'occurrence, je pense que n'importe quelle personne qui a déjà des basiques, simplement des compétences basiques en sécurité peut déjà commencer à s'y mettre. Et finalement, c'est surtout grâce à ce genre de programme que vous allez pouvoir peut-être augmenter vos compétences. Ça permet d'attaquer des systèmes qui sont live, qui sont réels, qui sont réalistes. Donc, ça permet peut-être d'acquérir beaucoup plus d'expérience beaucoup plus rapidement. Avant le bug bounty, il y a des gens qui devaient faire ça sur des cibles de façon tout à fait illégale. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des programmes qui autorisent qu'on les attaque directement. Et c'est quand même beaucoup plus pratique. Et finalement, pour les bugs qui sont beaucoup plus complexes, il y en a un paquet. Je vous cache pas qu'il y a beaucoup de bugs qui sont plus complexes que ceux que j'ai présentés aujourd'hui. Ça, avec une connaissance plus poussée des systèmes qu'on teste qui finissent par tomber, il faut pas se décourager. Il faut pas regarder 10 minutes une cible et puis dire c'est bon, il y a rien, il y a déjà des gens qui ont testé. Moi, c'est ce que je me disais avant, puis du coup, je trouvais jamais rien. À partir du moment où j'ai commencé à peut-être chercher un petit peu plus longtemps sur ces cibles, ça allait beaucoup mieux. J'ai commencé à trouver des vulnérabilités qui étaient vraiment cool. Pour les entreprises, je pense que c'est une étape supplémentaire pour la sécurité de vos systèmes. Je vous dis pas de faire du bug bounty à la place de faire du pentest. Je vous dis qu'il faut faire des pentests et du bug bounty. Une fois que vous considérez que votre entreprise elle est assez mature, évidemment, le principe c'est pas vous lancez un bug bounty, puis vous vous faites défoncer, vous prenez dès le premier jour 500 vulnérabilités dessus. C'est pas le but. Moi ça m'arrange finalement, mais c'est pas le but. On est d'accord. Par contre, à partir du moment où vous vous sentez assez mature en termes de sécurité, même seulement sur certaines applications, vous n'êtes pas obligé de mettre
l'intégralité de votre système sur le bug bounty, mais par exemple votre site principal ou ce genre de choses. À partir du moment où il a été pentesté, vous sentez ça assez mature, ou vous savez simplement que vous avez une bonne politique de sécurité en interne, ça devient vraiment intéressant de faire du bug bounty pour la bonne et simple raison que ça vous fait en fait des tests continus, peut-être moins poussés qu'un pentest. Peut-être que vous n'allez pas avoir 2 ingénieurs qui font pendant une semaine des tests dessus non-stop. Par contre, de façon régulière, vous allez avoir des gens qui vont tester et qui ont la possibilité simplement de vous contacter pour vous dire « j'ai trouvé une vulnérabilité ». Voilà, c'est quand même une chance intéressante. Aujourd'hui, on a des plateformes, je pense notamment à YesWeHack, qui sont disponibles en Suisse, en France, et qui permettent simplement de mettre ça en place, finalement, de façon assez simple. Donc, c'est important, je pense, pour avoir un process de sécurité qui est continu. Quelques mots quand même sur Swisscom. Aujourd'hui, j'ai présenté des vulnérabilités qui étaient assez triviales, comme j'ai dit. Je rappelle quand même que Swisscom, c'est plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines. J'ai pas le nombre exact. Pas encore. C'est en train de scanner. Il y a plusieurs dizaines de milliers de systèmes, en tout cas. Le bug bounty, il tourne 365 jours par an. Ça leur permet de trouver des vulnérabilités constamment un petit peu sur tout leur système. Aujourd'hui, la sécurité, elle est largement meilleure qu'il y a 3 ans. Ça, moi, j'ai pu le constater par rapport au moment où j'ai commencé aujourd'hui. Ils ont fait beaucoup d'efforts sur la sécurité. Et il faut pas oublier quand même que on parle de 600 vulnérabilités par an sur une dizaine de milliers de systèmes. C'est quand même pas ridicule de leur part. 600 vulnérabilités, moi je m'attendais à plus. En l'occurrence, je m'attendais peut-être à 10 fois plus quand j'ai commencé là-bas. Globalement, ils ont une bonne politique de sécurité et je pense réellement que le bug bounty pour eux est extrêmement utile. En tant que chercheur, moi je vous avouerai que ça me permet de m'attaquer à des cibles qui sont extrêmement variées et intéressantes. Je peux m'attaquer à des choses sur la santé, je peux m'attaquer du coup à la partie telco. Je peux faire du hardware, je peux faire du web, je fais à peu près ce que je veux en tapant Swisscom parce qu'ils sont actifs partout simplement. C'est aussi gratifiant, je pense, de pouvoir participer à la sécurité d'une entreprise qui est aussi grande et aussi importante en Suisse. Et très honnêtement, ça fait du cash. Et ça, c'est aussi cool. Je vous l'avouerai. Hein, non, mais faut pas s'en cacher. Hein, c'est aussi bien. Petite conclusion pour vous, les entreprises. Si vous sentez vraiment que votre entreprise elle a la maturité suffisante en termes de sécurité, lancez-vous sur le bug bounty. C'est le bon moment. Il y a de plus en plus de chercheurs. Il y a de plus en plus de gens qui sont motivés pour faire ça. Comme je disais, il y a des entreprises comme YesWeHack qui sont présentes en Suisse et qui vont vous aider à organiser votre programme de la meilleure des manières. C'est une chance là aussi. Swisscom a dû se débrouiller un petit peu pour lancer leur bug bounty. Ça n'a pas forcément été simple. Aujourd'hui, vous avez des spécialistes qui vous permettent de lancer votre bug bounty de la meilleure des manières et dans les conditions les plus adaptées. Oubliez pas qu'aussi il y a des chercheurs comme ceux de Bugscale qui sont présents en Suisse et que nous on va participer à vos 10 programmes. Si vous lancez des programmes en Suisse, on sera là pour participer. Donc si jamais vous cherchez des chercheurs suisses, on est là. Pour les autres, pour les chercheurs, allez-y. Vous avez un choix de cible qui est déjà incroyable. Il y a des milliers de programmes de bug bounty qui sont en ligne. Choisissez ce que vous aimez et puis poutrez le plus de choses possible. Allez-y, ça aidera tout le monde. Merci beaucoup. Merci à Black Hat pour l'organisation. Alors, merci beaucoup pour cette présentation super intéressante. On a le temps pour quelques questions. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé avec des side effects qui impactent ton compte en lançant des tests ou autre, vu que tu es aussi client? Alors oui, en l'occurrence, quand j'ai récupéré l'administration du panneau client de Swisscom, j'ai modifié mon compte en plein de manières, je me suis donné des rôles assez bizarres. Aujourd'hui, j'ai des règles de match and replace sur Burp qui permettent de faire fonctionner le panneau client, mais sinon il fonctionne plus sur mon compte. Donc oui, j'ai beaucoup de side effects sur mes comptes.
J'ai beaucoup de choses étranges. Je crois que je suis client business, mais pas tout à fait. J'ai quelque chose un peu étrange sur mon compte. Donc oui, j'ai quelques problèmes. Des fois, j'ai aussi quelques services qui ont été supprimés. J'ai des lignes de factures qui sont vides. J'ai ce genre de choses. Encore des questions? Merci beaucoup pour la presse. Est-ce que du coup le SOC de Swisscom fait des règles spécifiques pour toi maintenant? Pas que je sache. Pas que je sache. Ils en ont fait plusieurs, en tout cas pour les vulnérabilités que j'ai relevées. Mais je crois qu'ils me traquent pas encore tout à fait. Mais je sais pas. En tout cas, ils me l'ont pas dit. Merci. On a le temps encore pour quelques questions. Alors ça, c'est une bonne question. Pour beaucoup de programmes de bug bounty, j'ai généralement assez peur que quelqu'un le trouve aussi. L'avantage, ce que je disais sur le programme de bug bounty de Swisscom, c'est qu'ils essayent d'en faire la pub que à des professionnels. On n'est pas 10 000 sur le programme. Et là, par contre, du coup, j'essaye de pousser un peu plus. Par contre, ce que je vais faire en général, c'est que je vais d'abord leur rapporter. Et puis, éventuellement, selon les conséquences que ça peut avoir, je vais leur demander l'autorisation de pouvoir pousser plus loin. Par contre, en temps normal, ce que je fais, c'est que je rapporte et puis je pousse plus loin de toute façon, sans aller trop loin, évidemment. Bon, le but, c'est pas de pivoter sur le réseau interne et puis de devenir domaine admin et puis leur dire oups, désolé, je suis allé un peu loin. Non, évidemment. Par contre, si je trouve effectivement une RCE, par exemple, je vais directement la rapporter. Puis ensuite, je vais m'assurer qu'elle fonctionne bien, que je peux sortir les datas, que je vais vérifier savoir si le serveur il peut sortir chez moi et si je pourrais extraire potentiellement des datas. Mais j'essaye de pas être trop intrusif par contre. Pas trop. On a encore le temps hein, pour un... Oui. Ah non, c'est pas moi. En l'occurrence, le cloud côté sécurité, pour le moment, je trouve qu'il est assez bien fait. Je crois que j'ai, pour l'instant, jamais rien trouvé dessus. Mais non, c'est pas moi, promis. D'autres questions? Tu parlais au début de failles type Bluekeep. Dans ces cas-là, est-ce que tu fais juste un scan pour détecter la présence ou est-ce que tu t'autorises aussi à essayer de l'exploiter? Ça dépend. Si j'ai un exploit que je sais être stable, j'exploite sans autre. Si je sais que mon exploit peut faire planter la machine, je vais essayer d'éviter, ou alors je vais leur demander simplement, soit s'ils ont un clone de cette machine en staging ou quelque chose de pouvoir tester dessus, ou alors simplement leur demander l'autorisation puis avoir quelqu'un qui la relance directement si j'ai l'autorisation. Mais sinon, je vais pas exploiter direct. Encore des questions? J'ai une petite question. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de... il y a plusieurs motivations pour la chose. Il n'y a pas que l'argent, en fait. Même dans les bounty hunting, il peut y avoir d'autres motivations des gens pour... Bien sûr. Ouais. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, en fait, d'exploiter une vulnérabilité, de pénétrer un système et de trouver des traces qui t'invitent à penser que quelqu'un d'autre a déjà mis les pattes dedans? Oui, ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà exploité des machines où j'ai vu qu'il y avait d'autres web shells que les miens, par exemple, où je voyais des PHP, des choses comme ça. Ça peut arriver, et généralement, ce que je fais, c'est que je le mentionne et puis je fais en sorte, dans ce cas-là, de prévenir la boîte et puis si possible de passer ça peut-être un peu plus urgent. Ça m'est arrivé d'avoir certaines boîtes au téléphone pour leur dire, écoutez, j'ai vu que ça avait déjà été compromis et il faut agir rapidement. En particulier pour Swisscom, t'as eu cette expérience déjà ou... Alors pas chez Swisscom. Okay. Chez Swisscom, ça m'est encore jamais arrivé. D'accord. Yep. Actuellement, il y a toujours un phishing de Swisscom qui tourne. Parce qu'il y a quelques années, ils sont fait ramasser des données clients. Ouais. Donc maintenant, relativement facilement, vous avez une page fake qui vient, et si on fait pas attention, le montant est un petit peu relevé, etc. Et ça n'a pas été informé de partie Swisscom à ses clients en disant
vous étiez dans ceux qui sont partis, changeons quelque chose. Changeons votre compte bancaire, changeons le numéro de téléphone. Ouais. La réaction en interne, on l'a bien compris, c'est patché, mais communication, c'est vraiment un souhait qui désire de pas faire, en disant pas vu, pas pris, pour éviter des conséquences à ces actes. Alors, c'est assez compliqué, dans le sens où, moi j'ai eu plusieurs fois des data leaks où j'ai pu sortir n'importe quel client. Là, par contre, ce qu'ils vont faire, c'est que eux, ils vont lancer des investigations internes pour s'assurer que ça n'a pas été exploité par quelqu'un d'autre. S'ils se rendent compte que ça a été exploité par quelqu'un d'autre, après, la réaction, c'est finalement plus celle de l'équipe sécu, ce sera plutôt celle de l'équipe de management je sais pas, il me semble qu'ils ont communiqué en tout cas quand ils s'étaient fait voler les données par leurs partenaires. Peut-être un peu tard. Ça, c'est une chose, mais il me semble qu'ils auraient agi, par exemple, quand ils se sont rendus compte qu'il y avait eu un vol de données effectif par des parties non autorisées. En tout cas, j'ai cru comprendre qu'ils avaient communiqué en envoyant notamment un SMS à toutes les personnes qui étaient impactées. Maintenant, je pense pas que leur but ce soit de se cacher. En l'occurrence, on a par exemple Florian de chez Swisscom qui est venu l'année dernière nous expliquer comment il s'était fait casser des systèmes de façon très simple et triviale, et comment quelqu'un aurait pu casser le réseau Swisscom TV par exemple. Donc je pense qu'en tout cas l'équipe sécu elle-même est plutôt transparente. D'ailleurs, c'est eux qui m'autorisent aussi à venir ici en parler. Ils m'ont pas donné de NDA ou quoi que ce soit en participant à leur bug bounty, ce qui est possible. Hein. Vous pouvez très bien faire signer un NDA à la personne, aux personnes qui font le bug bounty. C'est pas le cas pour Swisscom, donc ils sont plutôt transparents en tout cas sur le côté bug bounty. Dans le cas que tu as mentionné avant avec Bluekeep, est-ce que tu exploites ou non, la discussion avec Swisscom, elle se fait directement avec une personne, ou bien t'as seulement un ticketing tool avec lequel tu interagis? Alors, il y a un ticketing tool, en l'occurrence c'est un Jira Service Desk qui tourne pour pouvoir leur apporter les vulnérabilités. Par contre, étant donné que l'équipe qui gère le bug bounty est plutôt réduite, on a toujours en fait finalement les mêmes personnes derrière. Donc il y a 3 personnes. Hein. Il y a 3 personnes dans l'équipe qui s'occupe de gérer le bug bounty. Du coup, finalement, on est toujours en discussion avec les mêmes personnes. Ça peut m'arriver, si j'ai une vulnérabilité plus grave, d'appeler directement au téléphone Swisscom. Donc, je sais exactement avec qui je dois discuter. Ça rajoute aussi peut-être un peu plus à ce bug bounty, puisque effectivement, c'est toujours les mêmes personnes et puis qu'on a les suivis en fait toujours avec les mêmes personnes. Ok, on est en fait arrivé à la fin du temps qu'on avait pour la présentation. Encore une fois, merci beaucoup. Très volontiers.